Un homme en armes a été abattu ce dimanche au Niger. Il a succombé dans l'attaque d'un poste de police. L'offensive attribuée aux djihadistes a eu lieu dans la région de Tillabéri, dans l'ouest. « 22 civils ont été tués, 14 enfants et femmes ont été blessés dans un village du Cameroun anglophone. Des hommes armés ont en effet fait irruption vendredi dans une province dans le nord-ouest. En meeting dans le nord du Togo, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, le président Faure Gnassingbé se pose en rempart face au terrorisme, ceci à quelques jours de l'élection présidentielle. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. 22 civils, dont 14 enfants et des femmes, dans un village au Cameroun anglophone. Des hommes armés ont en effet fait irruption vendredi dans une province dans le nord-ouest du pays. C'est une minorité anglophone qui en a été la cible. Cet événement malheureux ébranle les populations camerounaises. L'opposition et des ONG locales ont accusé le gouvernement et les militaires qui combattent depuis 3 ans des groupes armés sécessionnistes anglophones d'être responsables de cette tuerie. Côté armée, un porte-parole militaire a démenti ces allégations. 22 personnes tuées dans un village du nord-ouest du Cameroun. D'après le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires, les éléments de preuve indiquent que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Le drame s'est déroulé vendredi. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun sont le théâtre depuis 3 ans de combats meurtriers entre militaires et séparatistes armés. Ces affrontements ainsi que les exactions et crimes commis par les deux camps, selon les ONG internationales, ont fait plus de 3000 morts et contraint plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Ce nouveau drame touchant la minorité anglophone est survenu près d'une semaine après les élections législatives et municipales qui ont connu une faible participation selon l'Union africaine, en particulier dans les 2 provinces anglophones. Plus de 100 personnes avaient été enlevées dans les 2 régions par des rebelles dans les 2 semaines qui ont précédé les élections, selon Human Rights Watch. Par ailleurs, ni les résultats officiels de ces scrutins, ni même le taux de participation n'ont été rendus publics par le gouvernement à ce jour. Un homme en armes a été abattu ce dimanche au Niger. Il a succombé dans l'attaque d'un poste de police. L'offensive attribuée aux djihadistes a eu lieu dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. Les précisions. C'est la 2e fois en une semaine que ce poste de police situé à 200 km de Niamey est attaqué. Des hommes en armes sont arrivés et ont abattu un policier, a précisé une source. Cette stratégie des assaillants consiste à semer la terreur et la psychose partout pour faire déplacer les populations locales, a ajouté la même source. La première attaque avait fait 2 morts dans le rang des policiers au cours de raids menés par des terroristes venus sur une dizaine de motos le 10 février dernier, selon les autorités de Tillabéri. Début février, 5 civils, dont un enseignant, ont été tués dans ce même secteur par des hommes armés à moto. La région de Tillabéri, située dans la zone des 3 frontières, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est depuis 3 ans le théâtre d'attaques récurrentes et de plus en plus meurtrières des groupes djihadistes. Selon un bilan officiel, 174 soldats ont été tués dans 3 attaques à Tillabéri en janvier et décembre, dont celle de Chinégodar, avec 89 morts le 8 janvier dernier, et à Inat, 71 morts le 10 décembre 2019. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. Des opérations d'enrôlement d'électeurs ont été suspendues fin janvier dans plusieurs communes de Tillabéri en raison de l'insécurité. Le premier tour de la présidentielle au Niger, couplé aux législatives, est fixé au 27 décembre 2020. Des élections municipales et régionales doivent se tenir le 1er novembre prochain. En meeting dans le nord du Togo, à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso, le président Faure Gnassingbé se pose en rempart face au terrorisme et celui-ci à quelques jours des élections présidentielles.
Faure Gnassingbé, chef de l'État togolais et candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 22 février, a appelé lors de sa campagne dans le nord du pays à préserver la nation contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il était en meeting itinérant dans le nord, surtout à Sine-Kassé, ville togolaise frontalière avec le Burkina Faso, pays constamment menacé par des actes terroristes. Je vous remercie également pour le soutien que vous avez exprimé. Le soutien apporté à l'opération Ndouaré, qui a pour but de sécuriser nos frontières pour mieux protéger notre territoire et surtout nos populations. Nous avons toujours été une sous-région paisible, mais depuis 2012 et la chute du régime de Muammar Kadhafi, le Mali a été pris dans la tourmente et depuis, le terrorisme se répand. Au niveau pratique, le Togo a pris des dispositions pour sécuriser sa frontière avec le Burkina Faso, mais aussi pour la défense du territoire. À ce titre, 70 personnes ont été arrêtées ces 2 derniers mois et accusées de tentatives de déstabilisation des institutions de la République. Nous sommes tout juste à quelques kilomètres de la frontière, mais avec la sécurité que le président et son gouvernement a déployé pour la sécurité des Togolais, nous pensons que ça va continuer comme ça et que tous les malfaiteurs, les djihadistes seront barrés. Déclenché en 2012 au Mali, le phénomène du terrorisme s'est étendu rapidement aux pays voisins, faisant des victimes parmi les civils et les militaires. La campagne électorale se poursuit jusqu'au 20 février prochain avec 7 candidats en lice. Justement, par droit du Burkina Faso, plus de 30 personnes ont été tuées ce dimanche dans une attaque djihadiste contre une église protestante dans un village du nord du pays. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi des sources sécuritaires et des habitants. Reportage. Un groupe armé terroriste a perpétré une attaque contre une église dans le village de Pansi, situé dans le nord du Burkina Faso, au moment où des fidèles célébraient le culte de dimanche. Le bilan n'est pas encore définitif, mais des témoins et des rescapés font état d'au moins 10 morts. Le pasteur de l'église a été enlevé par les auteurs de l'attaque, a indiqué une source sécuritaire. C'est difficile en ce moment même d'avoir une idée de la situation, car les habitants du village ont fui après l'attaque, a déclaré un habitant contacté à Seba, une localité voisine où sont arrivées des personnes fuyant Pansi. Même à Seba, c'est toujours la psychose parce que des chrétiens et leurs pasteurs ont été tués par des terroristes, a ajouté cet habitant s'exprimant sous couvert de l'anonymat. En effet, le 10 février dernier, un groupe djihadiste avait fait irruption dans la ville de Seba avant d'enlever 7 personnes dans le domicile d'un pasteur. 3 jours plus tard, 5 personnes dont le pasteur ont été retrouvées mortes, tandis que les 2 autres, des femmes, ont été retrouvées saines et sauves. Selon le gouverneur de la région du Sahel, plusieurs imams ont été également assassinés par des djihadistes dans le nord du Burkina Faso depuis le début des attaques, il y a 4 ans. Ces attaques qui sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières dans ce pays frontalier du Mali et du Niger ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés depuis 2015. Selon l'ONU, 4 000 personnes ont été tuées en 2019 dans des attaques djihadistes dans ces 3 pays. Le Burundi se prépare pour la tenue de la présidentielle prévue le 20 mai 2020. L'heure est à la désignation des candidats par les partis désireux d'y prendre part. Le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a désigné dimanche à Bujumbura son président Agathon Rwasa pour le représenter au scrutin. Reportage. La candidature de Agathon Rwasa, choisie par le bureau exécutif du principal parti d'opposition au Burundi, a été dimanche présentée aux milliers de congressistes présents au cours d'une séance à huis clos. À 56 ans, ce chef historique des rebelles Hutus des Forces nationales de libération est considéré comme le principal rival du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir au Burundi, également issu d'un mouvement rebelle Hutu, le CNDD-FDD au pouvoir.
Allons aux élections, et s'il y a ceux qui pensent être plus grands que les autres, nous leur demandons de respecter ce que les Burundais auront voté, parce que la voix d'un haut gradé de l'armée équivaut à celle d'un ministre, d'un chômeur, d'un éleveur ou d'un agriculteur. Ceux qui utilisent la force ou ceux qui sont liés par les divisions ethniques passées, qu'ils se remettent en cause parce que notre pays a besoin d'une force unificatrice pour qu'il y ait un progrès durable. Les élections semblent de plus en plus ouvertes, même si le parti au pouvoir au Burundi tente de tout verrouiller, estime un diplomate qui a requis l'anonymat en faisant allusion à la décision du président actuel Pierre Nkurunziza de ne pas se présenter. Au pouvoir depuis 2005, ce dernier avait surpris en annonçant en juin 2018 qu'il ne se présenterait pas à sa succession en 2020, alors que la nouvelle constitution modifiée par référendum le lui permettait. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré dimanche à Dakar que les États-Unis veilleraient à faire ce qu'il faut en partenariat avec leurs alliés au sujet de la réduction ou non de leur présence militaire en Afrique. Il s'agit notamment du Sahel confronté aux violences djihadistes. Le secrétaire d'État américain qui s'exprimait devant la presse s'est gardé de tout engagement et a laissé ouverte la question d'une réduction des forces américaines actuellement à l'examen à Washington. Nous ferons ce qu'il faut. Nous ferons ce qu'il faut collectivement. J'en suis convaincu. Je n'ai pas d'annonce spécifique à faire, mais je pense que le peuple sénégalais doit savoir que collectivement, les forces sénégalaises dans la région, les partenaires européens, les États-Unis, la France, l'Amérique, nous avons pour obligation de réussir à assurer la sécurisation de la région. C'est ce qui permettra la croissance économique et nous sommes déterminés à le faire. Peu auparavant, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, à ses côtés avait indiqué que les États-Unis avaient fait part aux dirigeants sénégalais de leur volonté de retirer leurs forces combattantes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est confrontée à des défis majeurs liés à l'insécurité et au terrorisme et a besoin des États-Unis d'Amérique qui sont un allié stratégique pour un retour définitif à la paix et à la stabilité. Aujourd'hui, dans ces conflits, il est important que l'Afrique puisse monter en première ligne. Cela nous semble être extrêmement important. Nous avons les hommes qu'il faut. Il nous manque certainement des informations. Il nous manque certainement des équipements. Pompeo entame sa première visite en Afrique subsaharienne dans les fonctions de secrétaire d'État au moment où les États-Unis veulent réduire les opérations anti-djihadistes dans le monde pour concentrer leurs forces sur ce qu'ils considèrent comme les menaces russes et chinoises pour leur suprématie militaire. L'Afrique, où l'armée américaine est présente avec quelques 6 000 soldats, notamment au Sahel, en Somalie et à Djibouti, est considérée comme pouvant être la première concernée par la redistribution des forces. Tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.